On peut dire que le systématicien est une espèce en voie de disparition. Vous le dites? Je le dis. On le dit tous. On le dit tous, c'est une certitude. On le dit tous, mais on est quand même nombreux à le dire. Ce qui fait qu'il faut relativiser. La vocation de la SFS, c'est de promouvoir et de défendre la systématique. Et bon, ça, aux yeux des... Elle est menacée? Ah bien, elle a été très... Elle est toujours... Systématicien. Voilà. Honteusement, des mammifères aux dents longues, des rongeurs, des vilaines araignées qui piquent, Qui mord. des insectes rampants honteux, des insectes piquants non honteux, les mêmes insectes piquants d'ailleurs en particulier, les phébotaux, donc les vertébrés fossiles. D'autres vertébrés fossiles, mais alors plus proches de l'homme, dirais-je. Des vieilles éponges. Oui, elles sentent aussi. Hein. Ouais, elles sont très vieilles parce que tu les trouves même dans des endroits où elles ne sont pas censées être. Oui, mais Et puis alors là, Pierre, lui, il est transversal, il s'intéresse aux principes. Eh oui, voilà. C'est un homme de principe. C'est une question de principe. Aussi au matériel. On est en train d'œuvrer pour persuader, la France, le muséum aussi, et puis le reste du monde, l'impérieuse nécessité de parler de systématique. Il faut que ça change, il faut le faire pour que ça change. Ça change pas tout seul. C'est culturellement important, en fait, ça intéresse les gens et il y a une demande sociale, les gens ont envie de savoir justement l'art du vivant, les choses comme ça, l'origine de la vie, c'est une des grandes questions en fait que tout le monde se pose. Ça nous permet de nous positionner dans l'espace, dans le temps, de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on est, de quel monde on fait partie, quoi. Faire prendre conscience aux gens que si la planète continue à tourner comme ça va plus aller. Il s'appelle systématicien et entre de plein pied dans des préoccupations qui se discutent aujourd'hui au niveau mondial. En 1992, lors du sommet de la Terre de Rio, plus de 150 pays reconnaissaient pour la première fois que la diversité du monde vivant était menacée et qu'il fallait mettre en place des politiques d'inventaire et de préservation, mêlant programmes de recherche comme Diversitas, pour comprendre la biodiversité et mieux la recenser, et des textes réglementaires déclarant les États responsables de leur propre diversité végétale ou animale. Il y a 2 siècles commençait l'inventaire du monde vivant. Pourtant, la communauté scientifique s'accorde pour dire qu'on n'en connaît aujourd'hui qu'une infime partie. La biodiversité, c'est l'ensemble des espèces vivant sur Terre actuellement, c'est-à-dire les centaines de milliers, millions d'espèces différentes qui vont de tout petits organismes, les bactéries, jusqu'aux éléphants, aux girafes, aux baleines. C'est la totalité des espèces vivantes sur Terre actuellement. La biodiversité, c'est un monde d'insectes qui représente pratiquement la moitié de toutes les espèces vivantes qui couvrent la planète. Le paradoxe, c'est de parler de biodiversité à propos d'éléphants, puisqu'il n'y a que 2 espèces actuelles, une en Afrique, une en Asie, ce qui ne permet pas de dire grand-chose en matière de multitude, mais il y a eu quelque chose comme 170 espèces passées. C'est les plantes, donc c'est la présence d'une espèce à un endroit donné, et dans un endroit donné, combien d'espèces. Et c'est vrai que pour nous, ça a une importance, alors pour se replier un peu sur nous-mêmes, c'est qu'en plus, la biodiversité végétale est le support de l'ensemble de la biodiversité. C'est-à-dire que les plantes sont quand même les seules à synthétiser de la matière organique à partir du minéral, et que si il n'y a plus de plantes, il n'y a plus d'herbivores, s'il n'y a plus d'herbivores, il n'y a plus de carnivores. Dès lors où on s'intéresse au vivant, il faut savoir de quoi on parle. Et la première approche du vivant, c'est la description du vivant. Donc c'est le travail de base du systématicien.
Quand on voit ça, par exemple, on a du mal à imaginer que les tépales inférieures sont verts. En fait, on voit bien que si on regarde bien, ils sont verts à la base, et puis il y a un dégradé, et qui sont blancs à l'extrémité. Enfin, ceci dit, ça peut être indiqué dans l'étiquetage de la plante, et c'est aussi à ça que ça sert l'étiquetage. Label blanc, largement édité. Voilà. Ça, c'est une endémique de Mayotte. La description des taxons et leur répertoire, record, on pourrait dire en anglais, là, c'est le point de départ, c'est l'inventaire des taxons. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre nous vous a parlé de ce grand programme lancé par les Américains il y a quelques années et dont on parle plus beaucoup encore maintenant, je crois, qui s'appelle Systematic Agenda 2000. C'est vraiment le sursaut de la communauté naturaliste de la planète pour dire il faut faire quelque chose pour l'inventaire du monde vivant. Depuis que l'idée d'évolution est née en biologie avec Darwin, même déjà avec Lamarck, mais surtout a été complètement formalisée avec Darwin, les biologistes cherchent à reconstruire cet arbre du vivant, ces relations de parenté qu'il y a entre toutes les espèces vivantes. En effet, on a toute une série d'arguments pour penser aujourd'hui que tous les types d'organismes qui existent sur Terre aujourd'hui descendent d'un ancêtre commun très très ancien, il y a plusieurs milliards d'années, 3,5 milliards d'années. Et donc il y a un immense arbre du vivant dont nous essayons de reconstituer les troncs, les rameaux, les branches, les feuilles, etc. Et il y a différentes méthodes pour le faire. Il y a des approches morphologiques, il y a des approches paléontologiques et il y a des approches moléculaires. C'est quoi une aristoloche? C'est une plante qui ressemble à quoi? Une aristoloche, c'est une plante lianescente qui monte jusque dans la canopée de la forêt, 50 mètres, qui était déjà connue auparavant de ce genre donc, qui s'appelle Aristolochia, qui est très très diversifié en Amérique du Sud. Il y a au moins 300 espèces différentes, avec toutes ces fleurs très, très particulières. Irrégulières, avec des lobes colorés, plus ou moins. Enfin, il y en a toute une variété. Et voilà la nouvelle, la petite nouvelle, une des petites nouvelles. Voilà. J'avais sorti ce dossier pour retrouver la photographie qui n'est pas avec l'herbier sur le coup, mais qui correspond à cette fameuse plante de Guyane qui a été récoltée sur le site du barrage de Petit Saut, qui se situe là, avant l'inondation, avant la création du barrage, avant l'inondation. Donc ça, c'est le seul spécimen de cette espèce qu'on connaisse, pour le moment. Ça veut dire que, comme le site est englouti, probablement, la plante a disparu. C'est une collection qui a été faite par une collègue de l'Orston de Cayenne, en mars 1985. C'est tout ce qu'on possède actuellement de cette espèce. Heureusement, la collègue de Cayenne a fait cette photo qu'elle m'a transmise et qui m'a effectivement servi aussi à compléter la description que j'ai rédigée pour l'espèce. Actuellement, on n'en connaît pas d'autres exemplaires, donc on peut considérer qu'elle est disparue, effectivement. Voilà. Oui, mais c'est pas sûr non plus. Non, c'est pas sûr non plus. C'est pas sûr non plus pour une bonne raison, c'est que la flore de cette forêt de Guyane, qui appartient à l'ensemble amazonien, est encore assez mal connue, qui a énormément de sites qui n'ont pas été prospectés. Il y a des endroits où on n'est jamais allé. C'est tout à fait probable, enfin en tout cas c'est ce qu'on espère, qu'on va la trouver un autre jour et à un autre endroit. Peut-être même complètement à l'autre bout de l'Amazonie, qui sait, au Pérou, dans la région de Manaus, parce que c'est tout à fait possible, ce sont des choses qui arrivent. Mais c'est pas sûr non plus. Mais c'est pas sûr non plus. C'est pas sûr non plus, donc pour le moment, on peut considérer qu'il s'agit d'une espèce disparue, à peine arrivée dans les registres du monde vivant. Elle n'existe plus pour le moment, dans l'état actuel de nos connaissances. La systématique s'appuie sur ses travaux d'inventaire pour donner une vision raisonnée du monde vivant. Or, ces recensements sont très incomplets. Trop peu de moyens leur sont aujourd'hui consacrés. La systématique, pourtant, a connu de profonds bouleversements avec le développement de la biologie moléculaire et de la génétique. Mais aussi dans les années 50 avec l'apparition d'une théorie, une méthode, appelée cladisme,
que l'on doit à un entomologue allemand, Willy Hennig. Alors que les anciennes classifications assemblent ce qui se ressemble, le cladisme suit des caractères d'espèce en espèce pour établir les liens de parenté, des généalogies appelées phylogénies. Comment, à partir de cette série de caractères, qui est la même pour chacun d'entre nous, une série d'espèces, une série de caractères, comment remonter le temps de la manière la plus efficace? Et comme on n'aura pas la vraie machine à remonter le temps, eh bien la question de quelle méthode vous appliquez est cruciale. C'est une question de raisonnement logique. On ne part pas de zéro. Déjà depuis l'inné, les gens qui ne savent pas ce que c'est que le cladisme, par la force des choses, ont établi une classification qui, dans ses grandes lignes, est remarquablement cohérente. On partait du principe que plus deux espèces se ressemblaient, plus elles étaient proches du point de vue évolutif. Ce qui, dans l'ensemble, est vrai. Mais Hennig a constaté que la ressemblance générale ne permettait pas de fournir des classifications très logiques. En particulier, il s'est aperçu qu'en utilisant la ressemblance générale chez les larves de diptères, puisqu'il était diptériste, on obtenait une classification, et en utilisant la ressemblance générale chez les adultes, chez les mouches, on obtenait une autre classification. Et c'est ça qui l'a mis sur le chemin. Il s'est dit, quelle est notre méthode? Pourquoi est-ce que la ressemblance générale fournit deux classifications différentes des mêmes objets, des mêmes êtres vivants? Et c'est là qu'il a fait ses recherches et qu'il est tombé sur le concept, à la place de la ressemblance générale, de la ressemblance particulière. C'est-à-dire que toutes les ressemblances ne sont pas équivalentes. Et c'est là sa distinction fondamentale entre la ressemblance due aux caractères ancestraux, anciens, des lignées, et la ressemblance entre les caractères nouveaux, les nouveautés évolutives, plus récentes dans l'arbre de l'évolution. En regardant les ressemblances particulières, les cladistes en sont arrivés à des conclusions surprenantes. Le dipneust est recouvert d'écailles, un caractère primitif qu'il partage avec tous les poissons. Mais il possède aussi un caractère évolué, un cœur avec des oreillettes à deux chambres qu'il partage avec les mammifères. Le dipneust se révélait être plus proche de la classe des mammifères que de celle des poissons. De quoi en choquer plus d'un. Les poissons, vus auparavant comme un ensemble homogène, perdaient leur raison d'exister. Cette méthode permettait aussi de formuler des hypothèses. Elle prédisait l'existence d'espèces manquantes sur les nouveaux arbres construits. Et c'est ça qui a renouvelé la systématique, on peut dire, et aussi qui l'a mieux fait respecter et reconnaître, parce que nous étions devenus, aux yeux de l'extérieur, avec cette méthode-là, des vrais savants, des vrais scientifiques, des gens qui posaient des hypothèses et qui donnaient des réponses testables. Mais bien entendu, il n'y a pas que ça qui a provoqué le renouveau de la systématique. Il y a eu la défense de l'environnement, il y a eu la conférence de Rio, l'intérêt que prennent les nations maintenant pour leur patrimoine, pour leur biodiversité, pour la préserver dans la mesure du possible, etc. Ce qui fait que c'est l'ensemble des systématiciens qui se trouvent maintenant, je dirais, aux avant-postes de ces disciplines. Là, voilà une monographie que je suis en train de préparer sur un genre africain. Et voilà les dessins que j'ai faits de l'appareil génital mâle, de ses variations quand il y en a. Et on peut... Bon, évidemment, l'œil du spécialiste constate tout de suite les différences qu'il peut y avoir. C'est quoi, c'est des petits poils, ça? Ça, ce sont des petites soies, oui, ce sont des organes sensoriels. Et ça, ce sont les organes qui servent à maintenir l'abdomen de la femelle lors de l'accouplement. Et il n'y en a pas un pareil. Ils sont tous pareils à l'intérieur de l'espèce et tous différents à l'extérieur. C'est entre trois espèces étroitement apparentées. Vous avez le même disque, si j'ose dire, mais avec ces variantes qui, à l'œil, ma foi, me paraissent tout à fait reconnaissables. Immédiatement, c'est un signal. Le quotidien, ça va être la table à dessin, le microscope, l'ordinateur pour rédiger. Et puis, les 15 derniers jours, avant l'achèvement de la monographie, ça va commencer la recherche des parentés et le travail
intellectuel, plus difficile, plus conceptuel. Le plus célèbre, c'est le type de la drosophile, c'est celui qui émerveille le plus les collègues biologistes qui viennent visiter. La drosophile est un insecte qui est utilisé par des centaines de laboratoires de génétique dans le monde entier. Or, c'est un complexe d'espèces, de 6 ou 7 espèces très étroitement apparentées, et il a fallu à un moment donné, quand les généticiens s'en sont aperçus, trouver quel était le vrai nom que l'on devait appliquer à la mouche du vinaigre, Drosophila melanogaster. Et il se trouve que le muséum au XIXe siècle a acheté la collection du diptériste Meigen, qui avait décrit cette Drosophila melanogaster, et le type, depuis 1830 ou 32, je crois, est encore conservé dans les collections du muséum, et il sert en fait de spécimen de référence à tous les généticiens du monde. Vous pouvez nous la montrer? Je peux vous la montrer. Alors là, vous êtes dans l'obscurité, parce que l'obscurité est très favorable aux collections. Et voilà. Vous y allez tout droit quand même. Ah, j'y vais tout droit parce que, ma foi, quand on a des étudiants en particulier, ils sont vraiment fascinés par le fait qu'on ait gardé ce tout petit moucheron brunâtre qui se trouve ici, et que ce soit le type de la drosophile qu'ils manipulent dans leurs travaux pratiques, et ben, vraiment ça les épate et ça les émeut quelquefois. On est en train de remonter dans le passé. C'est un exercice qui est plein de choses trappes et dans lequel la seule preuve que l'on peut avoir de la réalité d'une reconstruction, c'est la congruence. Les seuls arguments qu'on peut avoir, c'est la congruence. C'est-à-dire quand on a des corps de données complètement indépendants qui convergent pour nous donner la même réponse. La paléontologie constitue l'un de ces corps de données. Les fossiles permettent de reconstruire ce que Pascal Tassi appelle l'arbre à remonter le temps. On va le faire par le concret. Je vais vous sortir une molaire de mammouth. C'est la dernière molaire inférieure. Alors cette molaire, elle a été trouvée près de Paris lors de la construction du canal de l'Ourcq. Et Cuvier, Georges Cuvier, fondateur d'une certaine manière de la paléontologie des vertébrés lui-même, a étudié cette molaire. Donc ça, c'est une seule dent. Elle est composée de plusieurs crêtes très usées à l'avant, moins usées à l'arrière. Et il faut prendre la toute dernière pour voir que ces crêtes sont formées de tubercules qui sont très hauts et qui sont alignés en crête transversale. Il y a 15 millions d'années, là je vais vous sortir une dernière molaire inférieure d'un mastodonte qu'on appelle un gonfotère, le genre Gomphotherium. C'est la même molaire. Les deux premières crêtes ici, formées par ces tubercules principaux qui sont légèrement usés, correspondent à ces deux premières crêtes. Et ça, c'est, si vous voulez, la partie dentaire des mammifères en général. Les 4 tubercules de la molaire de l'homme, eh bien, ce sont ces 4 tubercules-là. Elle est plus évoluée, celle-là, vous voyez. Le piège ici, c'est qu'on aurait pu croire que l'augmentation du nombre de crêtes d'une molaire traduit toujours une évolution. Mais dans certaines lignées, ce nombre de crêtes n'a pas changé en 15 millions d'années. Pourtant, il y a bien eu évolution dans ces lignées. Les paléontologues le savent en observant d'autres caractères, comme par exemple la courbure des défenses. Alors qu'en 15 millions d'années, la dent restait la même chez certains éléphants, leur défense, en revanche, s'était recourbée. Il y a eu une évolution des molaires dans ce groupe importante. En parallèle, dans ce groupe-là, eh bien, les molaires n'ont pratiquement pas changé depuis cette époque jusqu'à celle-là, puisque la fin de cette lignée correspond à l'extinction du mastodonte américain. Il y a 100 000 ans, les mammouths étaient allés plus loin dans l'évolution que la lignée d'éléphants d'Asie de l'époque et d'aujourd'hui encore. Donc le temps ne donne pas toutes les clés pour reconstituer l'évolution. Il faut une analyse de caractère morphologique indépendante en partie de la position des fossiles dans le temps. C'est donc bien en combinant les caractères que le paléontologue arrive à déduire la place que doit occuper chaque espèce dans l'arbre de l'évolution. Ça, c'est les fossiles qui sont à l'origine des éléphants. Les mastodontes qui n'ont pas évolué, ben, ils sont là. Donc, il y a eu quand même pas mal de dichotomies.
c'est-à-dire de différenciation pour aboutir aux éléphants. Tandis qu'eux, ils ont continué pendant tout ce temps-là à rester des mastodontes. D'avoir une bonne phylogénie, c'est le préalable indispensable à étudier les mécanismes même de l'évolution, qui sont ce qui nous fascine. C'est de comprendre comment cette diversité a pu naître au cours des temps historiques. Et on ne peut pas le comprendre si on ne sait pas au préalable comment ces organismes sont reliés les uns aux autres. On a besoin d'avoir l'architecture de l'arbre, la topologie de l'arbre, avant de pouvoir réfléchir sur les mécanismes qui ont généré ces diversifications successives. Nous ne connaissons pas toute la biodiversité. Ce que nous classons et ce que nous mettons sur un arbre, ce sont des éléments que nous connaissons, qui sont dans les collections, qu'on a ramassés sur le terrain, etc. Et c'est d'ailleurs l'arrivée de nouvelles espèces ou de nouveaux genres, encore inconnus, qui va permettre de tester l'arbre. Et ça a aussi l'intérêt de permettre de suivre ce qu'on appelle les attributs dans une lignée évolutive. Par exemple, une molécule qui peut être très utile à la médecine ou à l'agronomie, etc., on la trouve sur une branche de l'arbre. Si on trouve le groupe frère le plus rapproché par le cladisme, on pourra aussi rechercher si cette molécule ne se trouve pas dans une autre espèce, peut-être plus proche, peut-être plus abondante, peut-être plus facile. C'est un des avantages, si vous voulez, concrets. Le cas du taxol est classique. Le taxol est un produit qui est utile anticancérigène, exactement. On l'a trouvé chez un if d'Amérique. Il fallait abattre 4 ou 6 arbres, je ne sais plus, pour soigner une personne. Et on l'a recherché chez des autres ifs, et on l'a trouvé en quantité beaucoup plus abondante dans un if européen. Bon, c'est ce principe-là, si vous voulez, qui fait qu'un arbre prédit aussi des propriétés des espèces qui sont représentées sur l'arbre. Et puis, nous avons ces flores qui sont publiées ici, la flore du Cameroun, la flore du Gabon, la flore de Nouvelle-Calédonie, la flore de Madagascar. La demande d'informations sur des espèces est de plus en plus grande de la part des laboratoires ou des industries pharmaceutiques, toujours à la recherche de nouvelles substances. Mais comment explorer ces gigantesques collections que constituent les herbiers? Comment retrouver ces informations qui ont maintenant une réelle valeur économique? À l'heure actuelle, personne ne sait comment organiser l'accès à l'information dont on dispose effectivement. Il existe en systématique 1 million de monographies. C'est de livres consacrés à un taxon. Il y en a 1 million qui ont été faits. Ça représente des centaines de millions de pages. Comment structurer tout ça de manière à ce qu'on puisse y avoir accès intelligemment? Parmi toutes les manières possibles, moi ce que je propose, c'est que le web soit le miroir de la réalité. C'est-à-dire que tout objet dans le monde réel est son correspondant sous forme d'une page web sur Internet. Toutes les phylogénies publiées au monde seront informatisées et mises à disposition sur le web au travers de Treebase. Donc là, il y a un certain nombre d'arbres phylogénétiques qui ont déjà été mis à disposition et on peut chercher dedans. Là, on a toutes les possibilités, toutes les hypothèses en concurrence et on peut rechercher à l'intérieur. Donc on a toute l'information sur comment ils se nourrissent, comment ils se reproduisent, leur anatomie, tous les termes, la description de toutes les espèces qui sont autour. Et vraiment, c'est d'une richesse absolument inouïe. Et des sites comme ça, ils s'en créent des dizaines par mois. Alors certains disent, vu l'urgence des problèmes,
on n'a pas le temps de faire la systématique. On n'a pas le temps de décrire le vivant, c'est inimaginable. Il y a urgence et il suffirait de conserver des habitats différents. Le coélacanthe possède des caractères qu'on ne trouve sur aucun autre être vivant actuellement. C'est un poisson qui possède des nageoires qui commencent à se transformer en membres qui ressemblent à ceux des tétrapodes, des vertébrés terrestres qui marchent à quatre pattes. Et on s'aperçoit de ce que ces animaux, lorsqu'ils se déplacent dans l'eau, en nageant, ils ont une motricité qui ressemble tout à fait à celle des tétrapodes. Pour comprendre les origines de la tétrapodie, c'est très important. On aurait pu s'imaginer que les caractères évoluent dans un ordre différent, que d'abord apparaissent des pattes et ensuite on se met à les mouvoir d'une certaine manière. Eh bien ce poisson ne nage pas comme les autres poissons. Il a peut-être changé sa nage pratiquement avant de développer des membres plus importants. Si vous avez à préserver des grottes sous-marines dans l'océan Indien, peut-être vaut-il mieux savoir dans quelle zone se trouvent des populations de coélacanthes et dans quelle zone il n'y en a pas. Donc vous voyez qu'il est important d'aller, à mon avis, au-delà de conserver un milieu. Ça peut être la mesure d'urgence. En aveugle, conserver des habitats différents. Mais il est préférable de connaître les espèces qui y habitent et encore préférable d'avoir décrit ces espèces pour connaître les caractères qu'elles portent. Bien sûr, on découvre toujours des nouvelles espèces. On va prendre un exemple simple, à Mayotte, où on a fait un inventaire. On a ici, par exemple, une nouvelle espèce, enfin je dirais plutôt une future nouvelle espèce, pour la communauté internationale et pour la science, étant donné que pour l'instant, je l'ai ramassée, j'ai fait quelques études, je sais que c'est une nouvelle espèce, mais je ne l'ai pas décrite. Je n'ai pas fait le travail de laboratoire dessus. Par contre, ici, on a une espèce qui vient de naître pour la science et qui a été décrite il y a 3-4 mois, qui provient du même inventaire que les deux autres, mais là, le travail de la description est terminé. Et une description n'est terminée qu'à partir du moment où elle est publiée et amenée à la connaissance de l'ensemble de la communauté scientifique internationale. Il faut citer quand même l'identification d'un empire nouveau du vivant, un immense ensemble de bactéries qu'on appelle les archébactéries, dont il est apparu que c'était un groupe nouveau pour la connaissance biologique, distinct des autres bactéries qu'on appelle les eubactéries, et ça a reposé au départ entièrement sur des données de phylogénie moléculaire. Parce qu'un nouveau fossile, ça peut être des restes anatomiques d'une espèce connue qu'on n'avait jamais trouvée, donc on connaît mieux l'animal, ou bien carrément des restes appartenant à une espèce qui ne correspond pas à ce qui est connu et c'est une nouvelle espèce. Et on en trouve toujours. Il serait complètement erroné d'imaginer que parce que la paléontologie est une discipline académique, ancienne, qui a ses traditions, on a tout mis au jour à la surface de la planète. Ce n'est pas vrai du tout. On a décrit environ 1 million d'espèces d'insectes. Et les estimations sur le nombre réel vont de 6 millions en hypothèse tout à fait basse à 60 millions en hypothèse haute. Autrement dit, les systématiciens, ceux qui observent et décrivent la diversité, ils ont encore pas mal de travail. On a l'air de travailler dans des vieux papiers et en fait ce sont des collections récoltées récemment et qui vont progressivement intégrer le grand archivage de la biodiversité des végétaux.
titanesque, en effet. Ça l'est. Ça ne l'est pas plus que d'aller compter, c'est la comparaison qu'on fait classiquement, ça ne l'est pas plus que d'aller compter les galaxies et tout le cosmos. Le monde vivant, c'est aussi un formidable potentiel de connaissances et encore inexploré. Et en plus, il y a un intérêt pour l'humanité.